la fin. D'accord, donc je laisse M. Mandel commencer. La fin. Donc voilà, comme il a dit tout à l'heure, je vais me charger un peu de vous faire le bilan. Je serais trop dire, mais je vais juste m'appesantir sur le point 1, le point 7 et le point 8. Donc on va commencer par contextualiser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par les OMD. Donc comme vous avez vu, d'abord il y avait ce qu'on appelle les pays de l'OCDE, Organisation pour la coopération et le développement économique, composé des pays les plus développés au monde. Donc ils ont senti cette nécessité. Ah, voilà. Merci à d'être venu à notre message. Ah, c'est plus génial quand même de parler avec le micro. Hein. Donc voilà, ils se sont dit, bon, c'était un peu opportun, voilà, de se travailler autour d'une question qui concerne tout le monde. Et c'est de là où est venue l'idée de proposer ça aux Nations Unies. Donc on était parti sur éradiquer la faim au niveau mondial, décréter la scolarité pour tous les enfants du monde et faire progresser l'égalité des sexes. Par exemple, les pays qui ont réussi, ils sont axés sur des forces. Maintenant, il y a des faiblesses parce que ça n'a pas pu aboutir, ça n'a pas pu toucher toutes les vulnérabilités concernées. On va y voir plus tard dans les slides qui vont suivre. Première fois qu'un cadre internet rassemble autant d'acteurs, voilà, du développement. Parce que d'habitude, qu'est-ce qui se passait? Le truc qui faisait son travail de l'autre côté, il y avait la Banque mondiale qui faisait son travail de l'autre côté, mais ils se sont dit, mais attendez, nous on est en train de perdre tellement d'énergie, mais si on se met en synergie, si on se met en collaboration, on pourra venir à bout des points sur lesquels on est en train de réfléchir. Donc, les OMD aussi sont axés sur l'illustration et le plaidoyer. Là, c'est dans l'imagerie justificative. Et il y a ce qu'on appelle aussi, bon, je vais revenir la mobilisation de la communauté internationale pour que l'ensemble des peuples du monde puissent vivre de façon décente. C'est ça le but. Donc voilà, donc c'est facile à comprendre parce qu'en fait, on joue sur les chiffres, les indicateurs. J'aime bien souvent aussi manipuler les statistiques. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on avoir la pas de charge. Donc, ce mesure se fait par des moyens nationaux, d'abord, pour illustrer si on a fait des progrès ou pas au niveau national, et aussi au niveau régional, avant de s'élargir au niveau mondial. Donc, vous comprenez par là qu'il y a deux éléments que j'ai eu à voir sur le site du PNUD, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour le développement, le score qui veut. En fait, là, on peut par là, c'est qu'on joue sur la mesurabilité. Voilà, la mesurabilité, et on fait des calculs, c'est axé sur des chiffres. Et le campagne manager, là, c'est l'assistance. On apporte de l'assistance en amont et en aval sur les acteurs internes en développement. Donc, les faiblesses, ça se résume sur cette assertion de Ban Ki-moon, que je trouve vraiment parlant. Malgré de réels progrès, les plus vulnérables ne sont pas atteints. Ça, d'emblée, il faut l'avoir dans la tête. Donc, pour en revenir aux OMD, son nombre de vues, c'est mesurable, et peu de gens sont pour. Ça aussi, il faut le savoir. Prenez le micro, vous faites Dakar, j'en suis sûr et certain, vous prenez 1000 personnes, il y aura que 2 personnes qui vont vous répondre précisément en quoi consistent les OMD. Ça, m'en met sur le dos. Donc, quels sont les objectifs du millénaire? Question. Et à moins de 2 ans de la date du butoir, quelle en est là le bilan? Voilà, la lecture qu'on peut en faire. Bon, d'emblée, les pôles et les débuts ont déjà parlé, voire développé les OMD. Donc, c'est ça. Donc, l'imagerie parle d'elle-même. Dans le premier temps, nous avons la réduction de l'extrême pauvreté au niveau mondial, la scolarisation pour tous, l'égalité des sexes, lutter contre la mortalité infantile et la mortalité maternelle. Et de l'autre côté, lutter contre les maladies telles que le VIH-Sida et le paludisme. Et de l'autre côté, bon, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais c'est au niveau du centre, vous voyez, c'est assez déterminant, préserver l'environnement. Ça, on va en développer. Donc, pour contextualiser, ce qu'il faut savoir, si on agit sur les 8 OMD, ça s'imbrique. C'est-à-dire, aucun OMD ne peut aller long sans l'autre. C'est-à-dire, c'est collé. Voilà. Et si nous prenons par exemple le cas de la pauvreté, le point 1, la sous-alimentation menace la lutte contre la pauvreté. De l'autre côté, vous voyez que l'éducation de la femme favorise la santé de la mère parce qu'elle est plus informée à prendre des mesures par-ci, par-là. Et aussi en ce qui concerne les enfants. Pour prévenir aussi le paludisme, il faut agir sur l'assainissement. Le pari, c'est d'engager des actions simultanées. Voilà, des actions simultanées. On ne va pas engager cette action sans pour autant voir
au niveau de l'allocation. Est-ce que c'est parallèle? Est-ce que c'est tendancieux? Donc, pour développer sur l'extrême pauvreté, qu'est-ce qu'on entend par être pauvre? On ne se pose pas la question, mais voilà, ça renvoie à tout simplement vivre avec quelque chose comme $1 par exemple. Ça, vous convertissez ça en CFA, ça vaut quelque chose comme 475 voire 500 CFA. Et j'en suis sûr et certain que Francis le boss ne vit pas avec 500 par jour. Bon, c'est des indicateurs. Les indicateurs nous parlent. Donc la cible par rapport au pouvoir d'achat reste de diviser par 2 le nombre de personnes vivant sous ce seuil d'ici 2015. Le nombre de personnes, réduire ça d'ici 2015. Et nous nous sommes rendus compte, en lisant le rapport 2013 sur les ELD, qu'entre 90 et 2005, on prend les chiffres du genre 1,8 milliard à 1,4 milliard vivant sous le seuil de pauvreté à portée de main. C'est-à-dire on est passé de 1,8 milliard à 1,4 milliard si on prend la date référence. Parce que la date référence avec les ELD, c'est l'année 90. Ça aussi, il ne faut pas faire beaucoup. Ce point assez important. Si on y va plus près, ce succès est dû surtout au résultat de l'Asie de l'Est. Et à l'Asie de l'Est, il y a la Chine qui est là, la deuxième puissance mondiale. Alors, on est passé du rêve américain vers la Chine. Donc voilà la bonne nouvelle. Rien qu'en Chine, imaginez, le taux de pauvreté est passé de 60% en 90, une prouesse, à 6% en 2005. 90, on était à 60% de pauvres en Chine. Et actuellement, présentement, on parle même en deçà de 6 parce que là c'est la référence qui a été donnée. Mais bon, en fait, imaginez que les autres chiffres qui vont venir vont être plus bas. Ça, j'en suis conscient. Donc la République populaire représente aujourd'hui 30% de la population mondiale. La croissance chinoise a sorti quelque chose comme 400 millions de personnes de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. 400 millions de personnes. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Si ça arrête, la population vivant sous le seuil de pauvreté, c'est maintenu. Il n'y a pas eu de progression en ce qui concerne cette réunion. Il n'y a pas eu du tout de progression. Donc, les taux de croissance annuels en Afrique, si on prend l'année référence 2000, là où la déclaration sur le développement a été véhiculée, et la date 2006, vous voyez bien qu'il y a des pays qui ont connu une croissance de 7%. Et cela est dû à la hausse de ce qu'on appelle le prix du pétrole. Au-dessus de 5%. Il y a eu des efforts aussi des pays comme le Rwanda qui en 1992 ont connu le génocide. On se sont radés. On voit aussi, bon, souvent quand on sort d'une situation, bon voilà, on se met à l'enfant. Voilà. Donc au Burkina Faso aussi, l'Ouganda et le Ghana. Donc croissance à 5%. Et c'est avec 7% qu'on peut tout simplement commencer à diviser par 2 la richesse nationale. Ça ne faut pas faire ça. Maintenant, le Sénégal fait partie des pays fragiles, avec un taux de croissance intérieure de 5%. En deçà même. Donc, Centrafrique aussi, l'Afrique centrafricaine, RDC, le pays le plus riche au monde. Le pays le plus riche au monde fait partie des pays les plus fragiles. En termes de croissance économique. Bauxite, or, diamant, ce que vous voulez, pétrole, sous le sol, mais ne parvient pas à prendre le rang. Là aussi, c'est un cas d'école. Ça pousse à réfléchir. Surtout les pays importateurs de denrées agricoles. Donc, pour en revenir sur ce schéma, ça c'est le schéma axé sur les statistiques mondiales en ce qui concerne les inégalités. Et si on parle d'inégalité, c'est comme l'IDH. Il y a la référence qu'on appelle le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, pour cet état de fait, c'est-à-dire plus on est proche du zéro, l'égalité parfaite. 0 c'est l'égalité parfaite. Vous prenez 0 dans un pays, dans le coefficient de Gini, ce pays est égalitaire. Plus maintenant on s'approche du pôle, plus on est inégalitaire. Je ne sais pas si vous percevez. Le 0 renvoie à une égalité parfaite dans le coefficient de Gini. C'est bon? C'est à l'inverse de l'IDH. L'IDH, plus on se rapproche du 1, plus on a une croissance, un niveau de vie élevé. Mais ça, c'est l'inverse. Coefficient de Gini. C'est bon? Donc, le pays le plus inégalitaire au monde se trouve en Afrique. Et le pays le plus égalitaire au monde, c'est un pays nordique. Ça aussi, ça réfléchir.
Le Sénégal se situe à ce niveau, 0,4. Donc c'est la Namibie, le pays le plus inégalitaire au monde. Et le Danemark, le pays le plus égalitaire, 0,2. Côté sur le coefficient de Gini. Donc ça c'est plus clair, n'est-ce pas? Donc 0,2. On s'approche plus du 0. 0,7, on s'approche plus du 1. Plus on s'approche du 1, plus on est inégalitaire. C'est-à-dire que c'est un pays égalitaire. Il n'y a pas d'inégalité. Prenez un pays comme 0,5, côté sur 0,5, c'est un pays inégalitaire. Afrique du Sud, Namibie. Il n'y a pas d'égalité. Toujours des déséquilibres. Les riches centralisent les richesses, ce n'est pas distribué aux pauvres. Et souvent dans ces pays, les pauvres sont plus nombreux que les riches. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. J'espère que c'est clair. C'est bon. Ok, on va aller revenir sur les questions. On va y revenir, de toutes les façons. Donc, comprenez ça comme ça, c'est-à-dire la Chine, sur le coefficient de Gini, est passée de 0,1 à 0,45 en 2006. Donc, ça commence à devenir plus inégalitaire en Chine. Parce que les riches s'enrichissent. J'aime bien donner cet exemple que le prof donnait l'année passée, c'est-à-dire les riches qui continuent à faire de l'argent et les pauvres continuent à faire des gosses. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si vous perdez. Donc, c'est plus clair comme ça. Donc la Chine commence à devenir inégalitaire. Et l'objectif de leur terme, c'est de lutter contre cette inégalité. Donc voilà. Donc de l'autre côté, nous avons l'objectif 8 qui ambitionne la mise en place d'un partenariat mondial pour le développement qui fonctionne d'ailleurs la réalisation de certains objectifs. Donc ceci, il faut le comprendre ainsi, c'est-à-dire 12 ans après la conférence de Montréal au Mexique. Ça réunissait tous les pays de l'OCDE et là-bas ils avaient pris cet engagement de prendre 0,7% de leur PIB et de flécher ça sur les économies les plus faibles. Ah, donc voilà, pour flécher ces 0,7% de leur PIB dans les économies les plus faibles. Et imaginez, cet engagement, il y a 5 pays occidentaux qui ont réussi à respecter ces engagements. Le Pays-Bas, le Danemark, Luxembourg, Norvège, Suède. Donc c'est ces 5 pays-là qui ont réussi à respecter, à prendre 0,7% de leur PIB pour flécher ça dans les économies les plus faibles. Et la plupart des pays du continent sont très dépendants de l'aide. Au début aussi, avec Montréal, il était question d'éliminer la dette des pays les plus endettés. Les pays africains. Et parmi tous les pays qui sont endettés, il n'y a que le Nigeria qui s'est vu éliminer sa dette. Et là, c'est une logique géopolitique. Premier pays producteur de pétrole. Comme quoi avoir le pétrole en sous-sol, c'est la sécurité financière garante, c'est clair. Donc, l'autre préoccupation aussi, c'est des pays, je pense, comme Afghanistan ou l'Irak, qui ont été vus, qui sont vus éliminer leur dette. Donc ça, c'est une logique géopolitique, il faut le comprendre. Donc, pour récapituler, on a essayé de confronter un peu l'objectif 1 et l'objectif 8 pour aboutir sur l'objectif 7. Je ne sais pas si vous percevez. On est parti d'inégalité. À la coopération, qu'est-ce qui explique cette inégalité et quels sont les pays favorisés? Et actuellement, on va entrer dans le but du sujet, c'est-à-dire assurer un environnement durable. Donc voilà. Donc question, qu'en est-il de ce lié à l'environnement? Quelle lecture nous pouvons faire? Voilà comment ça se décline en termes de cible, l'objectif 7, c'est-à-dire assurer un environnement durable. Bon, cette fois, je ne vais pas trop vous faire la littérature, c'est plutôt un Donc voilà, juste quand je vais les ces 4 cibles qui se déclinent en termes d'objectifs aussi. C'est-à-dire réduire la proportion des zones forestières, émission aussi de CO2 taux d'appareillement et $1 du PIB en variété de pouvoir d'achat. De l'autre côté, il y a la proportion de la population utilisant une source d'eau potable, ça va y revenir. Et de l'autre côté, aussi une cible qui a été atteinte. Donc, on va y revenir. En ce qui concerne le 7 en question, c'est-à-dire les plus grandes pertes nettes de forêt, ça on va essayer juste de survoler parce qu'on va le voir justement tout à l'heure qui va être plus pratique. Donc en termes de pertes de forêt, qui sont produites pour la plupart en Amérique du Sud et en Afrique, environ 3,86 millions d'hectares en Amérique du Sud et 3,4 millions d'hectares par an, respectivement.
en Afrique. On continue de faire, malgré la restriction et tous les lois qui sont votées en ce sens, on continue à faire nos forêts. Donc, près de 75% des forêts du monde relèvent des programmes forestiers nationaux. Et je voudrais vraiment qu'on m'explique cet état de fait. Bon, on va y revenir quand même. Donc voilà, comparé 8 000 ans avant, vous avez ici, en vert pâle, ce que représentait nos forêts au niveau mondial, 8 000 ans au niveau mondial. Et en vert foncé, vous avez actuellement, today, en anglais, c'est-à-dire today, ce que représente nos forêts au niveau mondial. Catastrophe. Donc en Afrique, nous prenons bassin du Congo, misérable, excusez-moi du terme, mais on exploite avec une parfaite sauvagerie. Ça c'est. L'Amazonie commence à subir, mais là il y a des tâches qui commencent à amener, des zones tâches, c'est-à-dire des comités de défense contre l'accaparement des terres. Et là, il y a une lutte féroce entre les multinationales et les autochtones. Il faut le comprendre ainsi. Et pendant ce temps-là, au niveau du Nord, eux, ils préservent leur richesse. C'est assez peu. En fait, c'est une philosophie du progrès. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour aller exploiter et faire avancer nos pays. Mais en ce qui concerne les autres, nous, ça ne nous concerne pas. L'essentiel, c'est d'abord la sécurité interne. C'est comme ça que résolvent certains de nous. Mais la prise de conscience pour la politique, on va y revenir. Ça fait très mal. Donc, après cette brève survol des forêts du monde, nous allons revenir sur l'émission mondiale de dioxyde de carbone qui ont augmenté de 46% depuis 90. 90, je vous ai rappelé, encore c'est la date référence. Donc pour le moment, c'est presque un tiers des stocks de poissons qui ont été exploités. Un tiers. Ça crée des déséquilibres aussi au niveau aquatique. Le nombre d'espèces sont menacées d'extinction. 40 000 selon la liste rouge de l'UCN. Plus de 40 000 espèces. Et après, je vais vous envoyer des documents pour plus de précision en sens. En ce qui concerne les espèces, comment elles sont menacées et quelles sont les pertes annuelles. En ce qui concerne les espèces. Donc, l'alerte est lancée. Plus de 2,1 milliards de personnes et presque 1,9 milliard de personnes ont eu accès respectivement. Comme ça, c'est tout. Ça aussi, il faut reconnaître. On va voir avec les indicateurs. En gros aussi, il y a 863 millions de personnes qui vivent dans les pays, dans le monde en développement. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Donc, en ce qui concerne l'émission carbone par année, per capita, comme on aime bien le dire, voilà, donc, mon Sénégalais émet quelque chose d'environ plus de 40 tonnes de CO2 annuellement au Sénégal, prenant vos transports, vos énergies, l'électricité que vous utilisez, un Sénégalais, vous faites quelque chose d'environ plus de 40 tonnes annuellement. Comparé à l'Algérie, c'est vraiment producteur de pétrole, mais comment ça s'explique aussi? Bon, j'aimerais bien avoir la vie des mon Gabonais, sinon pour lui, 2,30% de tonnes par an. Comparé à un Chinois, c'est 5,90 tonnes annuellement. Mais un Américain, il est énergique. Voilà. Et dans cette pyramide, il disait, si on vivait tous comme un Américain sur la planète, il nous faudrait quelque chose comme 4 planètes de plus. 4 planètes. Si on vivait tous comme un Indien, on aurait juste besoin de la moitié de la planète. Ça, c'est génial. Vivons comme un Indien. Parce que si on se projette pour les générations futures, les bonnes nouvelles se suivent. Si on s'agissait de vivre comme on a, ou bien essayons aussi de vivre comme on a Gabonais aussi, ça pourrait faire la fin. Donc, état des lieux, en ce qui concerne l'urbanisation, ça c'est la cible numéro 4. En ce qui concerne l'objectif 7, sur le niveau 4, cible qui a été atteinte. C'est génial. Mais souvent, c'est des disparités, c'est-à-dire c'est les cibles dont les indicateurs sont en déséquilibre en Afrique, mais en Europe, c'est des prouesses. Voilà. Donc, on est parti de 40% en 90, c'est-à-dire la date de référence, à 36%, alors que la cible était 37% en 2015. Donc, c'est génial pour les Nations Unies. Donc, le pourcentage de la population urbaine vivant dans les pays en développement, d'une façon globale, c'est ça qui a un peu boosté cette cible. De l'autre côté, nous avons le manque d'eau douce dans le monde. Ça a été cartographié
c'est pas trop une référence en termes de manque d'eau douce, mais j'ai trouvé qu'en fait la cartographie était plus précise. Parce que là, si on prend, par exemple, le cas du Sénégal, bon, il avait, je pense, il avait fixé quelque chose comme 82% d'accès à l'eau. Et là, on en est à 50-75%. Donc d'ici 2015, c'est sûr qu'on va atteindre cette cible. Ça, c'est clair. Et les chiffres vont plus en parler. Donc elle a délivré. Plus de 2,1 milliards de personnes ont obtenu un accès à des sources d'eau potable. Si on parle d'eau potable, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on appelle les infrastructures. Parce que souvent aussi les infrastructures, c'est ça qui pose problème. L'accès à l'eau, c'est la facilité, c'est l'accessibilité. Voilà. Donc en 2010, 89% de la population mondiale utilisait des sources d'eau potable améliorées. En hausse par rapport à 76%, c'est-à-dire la date de référence en 90. Donc, ce qui signifie que la cible des objectifs du millénaire pour le développement visant à réduire la moitié de cette proportion donc a été plus ou moins atteinte avec 5 ans d'avance. Donc, 92% de la population mondiale sera couverte d'ici 2015. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en ce qui concerne l'assainissement, les mauvaises nouvelles se succèdent en Afrique subsaharienne. Là, il faut le comprendre. Donc, en Afrique subsaharienne, l'accès à l'assainissement est fortement corrélé à ce qu'on appelle les poches. Si on est riche, c'est clair, chez l'anglais, chasse d'eau, et tout ce que tu veux. Et si on est pauvre, souvent on est contraire à des bécailles. C'est triste. Ça, il faut éviter parce que c'est des soucis de maladie. Je pense que les autres conférenciers vont y revenir sur ce concernant l'homme des là. Des bécailles. Donc, c'est un peu triste. Dans 11 pays, une majorité de la population pratique encore la défécation aérienne. C'est pas trop intéressant d'en parler, mais quand même, il faut le faire quand même. Donc, 11 pays. Parmi ces 11 pays, avant de citer l'Afrique, on est dans la majorité. Je ne sais pas comment on les appelle, les défécateurs en l'air. Trop différent. On a l'Inde, même on déféque trop en l'air. Donc, 626 millions en Inde de personnes qui déféquent en l'air. 14 millions en Chine. Bon, c'est déséquilibré quand même. Et 7 millions au niveau du Brésil. Quasiment 100% des personnes pratiquant la défécation à l'air vivent en Inde. Ça, vraiment, c'est une pratique. Je ne sais pas si c'est dans leur culture ou bien ça fait partie aussi d'une tradition périenne. Mais en Afrique, souvent, ça s'explique par un degré de pauvreté criard. Donc, en ce qui concerne les indicateurs relatifs à l'assainissement, d'abord, on est passé à la date de référence de 41%. Et en 2010, 53%. 2015, la date, l'échéance nous fixe à 77%. La cible acceptable. Au Sénégal, on se trouve à 63%. Et c'est sûr, ce sont les paroles du ministre de l'époque. On ne peut pas, dans ce cas de figure, remporter cette étude, c'est-à-dire atteindre l'EMD relatif à l'assainissement et atteindre les 77%. C'est impossible au Sénégal. Bon, donc ce qui défèque à la terre aussi sont minimes comparé aux autres pays et des efforts restent à faire. Donc ça c'est la proportion de personnes par pratique sanitaire au niveau international, au niveau mondial. Donc l'Afrique subsaharienne, on n'a pas fait d'effort en ce qui concerne l'assainissement. On se situe là. Par contre, si nous comparons l'Afrique du Nord, souvent c'est cette vision qu'il faut avoir, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, c'est tous les pays noirs. Voilà. Et l'Afrique du Nord, c'est les pays souvent maghrébins. L'Afrique blanche, voilà. Donc eux, ils ont raté leur cible en ce qui concerne l'assainissement. Et en ce qui concerne aussi l'Asie du Sud-Est, c'est boosté surtout par la Chine, il ne faut pas perdre de vue cela. Ils ont aussi atteint ceci. Ils vont l'atteindre. Donc, des efforts restent à faire en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne et aussi l'Océanie. Voilà. Ça, c'est méthodique. Ça, c'est méthodique. On a parti de 55 à 55. On n'a pas fait d'évolution. Et si nous prenons l'Afrique subsaharienne, on parle de 26 ans. 4%. Avec toute cette manne financière qui a été ingénée.
Donc vous pouvez lire juste ici, la plus grande progression a été obtenue en Amérique du Sud-Est, en Amérique de l'Est et du Sud. Donc pour la couverture de l'assainissement, en 2010 était respectivement 2,4 et 1,7. Donc l'Océanie, sur cette même période de 20 ans, a fait d'évolution. Si nous parlons maintenant de l'eau, avant de finir, parce que je suis dans les deux. Si nous parlons maintenant de l'équipe ATA, et même des parties, on a eu 5 ans d'avance. 5 ans d'avance en ce qui concerne la cible relative à l'accessibilité de l'eau potable. Donc la ville saharienne, quand même, représente plus de 40% de la population mondiale qui est dépourvue d'accès à des sources d'approvisionnement en eau potable améliorée. Et comme nous disent les indicateurs nous disent que la cible est de 75 pour la population saharienne. Et là où nous en sommes là, voilà, on est de 40 à 61. Terrible rapport de 2013. Donc c'est minime. Donc il faut pas aussi faire que l'Afrique subsaharienne n'est pas sur la voie d'atteindre la cible pour l'eau potable. Mais certains pays, dans une même mesure comme le Sénégal, le Malawi, Burkina Faso, le Ghana, la Namibie et Petite Gambie, la petite Gambie du Pouce, le Libéria aussi est sur la voie. Donc Chine représente quelque chose comme 95% des progrès de matière en matière d'assainissement. Chine vraiment, c'est le grand bénéficiaire, pas comme dit, c'est le grand bénéficiaire des ENE. Ça a tout boosté en Chine. Même les projets d'émission de gaz, ils ont su aspirer tous les projets et enregistrer tous les projets relatifs aux SDP. Mécanisme de développement propre. Donc Chine, c'est le grand bénéficiaire des ENE. Ça, il faut le reconnaître. Donc il y a aussi l'Éthiopie et le Nigeria. Qui ont aussi encore 14 millions de personnes qui pratiquent des éducations. Allez, je précise. Donc l'évolution des indicateurs au niveau du Sénégal, en ce qui concerne l'eau, c'est-à-dire ce qu'on a réussi, on se félicite de l'eau. Voilà, on se félicite de l'eau. Ça, c'est une prouesse et c'est à améliorer. Voilà. Dans le milieu rural, on est parti de 54 à 73,6%. Et dans le milieu urbain, de 46 à 97%. C'est génial. C'est une bonne nouvelle pour les Dakarois d'ailleurs. Donc, mais des efforts restent à faire dans le milieu. Ça, c'est l'enseignement qu'il faut en tirer. Donc, il a avancé de 7,5% au niveau du Sénégal. Donc, pour ce qui concerne les contraintes, il avait dit qu'il a été inséré là. Mais je dirais un peu sur le cours de l'année passée de M. Fall, où il développait des contraintes financières et des contraintes politiques. Les contraintes politiques souvent sont liées à ce qu'on appelle le manque de stabilité. Pourquoi la France n'a pas trop connu de succès en ce sens? Il n'y a pas aussi tellement de stabilité, des déplacements, des guerres par-ci, des guerres par-là. Donc ça, il faut reconnaître. Et au niveau financier, souvent c'est lié au budget disponible. Parce qu'en fait, je pense qu'il y avait le représentant de l'Afrique de l'Ouest, de la base, qui disait qu'il fallait seulement avoir 22 milliards de plus pour aboutir à la date des END ici en Afrique. Alors que si on prend le budget des END, il y avait que 8 milliards qui étaient fléchés pour relever ce défi vital. Minime. Très très minime. Donc le manque d'établissement, en ce qui concerne les contraintes institutionnelles, manque d'établissement approprié, chronique, dysfonctionnement d'arrangements institutionnels existants, parce que souvent, ouais, on a ça pour le développement, mais on va en débattre. Souvent, on confond un peu la poche de la collectivité à notre propre poche. Donc l'assainissement n'est pas souvent du tout enraciné dans l'institution nationale. Ça, il faut le reconnaître, parce qu'on n'a pas trop une culture de l'assainissement. Souvent, on nous fait très jolie maison, mais au niveau de l'assainissement, reste à venir. Donc les contraintes incluent aussi les capacités insatisfaisantes, motivation adéquate, au manque de responsabilité et de l'absence de système de normalisation solide. Le point, c'est la capacité de construction et cadres légaux sont ainsi aussi d'une importance primordiale. Donc, il faut faire attention aussi au niveau de la communauté, parce que la non-implication en Asie, c'est élevé. De la Chine, il faut comprendre ça. Méridional, c'est élevé. Donc, occidental, assez faible. Nous sommes au niveau de l'Asie occidentale, l'Afrique subsaharienne. Donc, en perspective, si on part de la fin des EMD en 2015, moi je vous dis non. Par mes recherches personnelles. Parce que l'histoire est loin d'être terminée. Actuellement, on parle des ordres d'objectifs pour le développement. Voilà dans cette logique où on s'inscrit. C'est-à-dire qu'on essaie. Parce que des pas énormes ont été franchis.
sur la lutte contre la pauvreté, d'optimiser, c'est-à-dire d'améliorer ce qu'on a réussi de bien et de ne pas trop se préoccuper sur nos échecs. Donc c'est cette dynamique-là que la communauté internationale va adopter. Donc au-delà de 2015 aussi, les efforts engagés pour atteindre un monde de prospérité, d'équité, de liberté, de dignité seront poursuivis sans relâche. Ça c'est clair et net. Ça c'est la conviction de Ban Ki-moon et l'implication de toutes les institutions supranationales. Donc le débat intellectuel aussi a pris une autre trajectoire. On parle de l'agenda post-2015. Et tous les documents qu'on aura, c'est l'agenda post-2015. Parce qu'en fait, ça a été un pas de géant. On est parti de zéro pour créer quelque chose. Et ça, c'était pas du tout évident. Donc, souhait à quelque chose de réaliste. C'était pas du tout évident. Et de l'autre côté, des jeunes, des groupes de l'équipe représentent aussi un défi commun, la survie de la planète. Et aussi, à notre niveau, il faut parler des réussites africaines. C'est le cas de l'eau au Sénégal. Vraiment, là, il faut bomber la torse. Donc, ça aussi, il faut parler aussi, diffuser la réussite africaine. Au Gabon, au Sénégal, au Centrafrique. Donc, partout. Donc, les Nations Unies actuellement travaillent avec ce qu'on appelle les gouvernements, la société civile et d'autres partenaires pour exploiter la dynamique dégagée par les ONG. Comment pas on a été franchi en ce sens? Avec ce programme ambitieux qui devait être adopté par les États membres lors du sommet en septembre 2015. Donc, dès le sommet de septembre 2015, une autre dynamique, même pour enclencher ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, avec une nouvelle date d'échéance en 2020. Et c'est le Qatar, ce nouveau pays riche qui est en train de piloter. Voilà. Donc voilà, on peut dépasser de 5 minutes. Je vous dis tout comme j'aime bien les amis littéraires. Et comme bibliographie, ce qui m'a un peu permis de faire avancer, le rapport même des 2013, Good Planet Foundation